Il y a les hommes et puis il y a leurs idées, lesquelles s'expriment noir sur blanc dans les programmes que personne ne lit jamais ou presque. D'où notre décryptage ce soir. François Fillon et Alain Juppé disent maintenant vouloir s'affronter programme contre programme. Nous allons donc, avec nos invités, vous aider à vous faire une idée. Jean-Thomas Le Sueur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'Institut Thomas More qui a établi un comparateur de programmes entre les candidats et vous nous aiderez donc ce soir à comprendre les différences factuelles, je précise, factuelles entre les deux finalistes. Pour défendre ces programmes, Valérie Boyer, bonsoir. Porte-parole de François Fillon, Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole d'Alain Juppé. Alors pour être le plus proche possible de vos préoccupations, nous avons décidé de partir non pas du programme mais de vous au fond en posant la question suivante. Si vous êtes ceci ou cela, qu'est-ce qui changera pour vous en fonction du vainqueur? On commence avec les questions de société puisque ce sont elles qui semblent diviser le plus les candidats. Première question, Jean-Thomas Le Sueur, la voici. Si vous êtes une famille, que disent les programmes? Alors, on pourrait mettre l'accent sur 5 points en particulier. Le premier, le principal évidemment, c'est la question de la réécriture ou pas de la loi Taubira. Alain Juppé ne souhaite pas y revenir. François Fillon souhaite la réécrire en gros en séparant le mariage, l'union des personnes, des adultes et la filiation. Deuxième point, où en revanche là ils sont d'accord, c'est sur l'interdiction de la PMA et de la GPA. Troisième point, retour de l'universalité des allocations familiales, même chose. C'est-à-dire plus soumise à revenus, voilà, notamment. C'est ça, absolument. Idem sur le quotient familial, un retour de passage à 3 000 €. Et enfin, des politiques qui sont assez semblables également pour favoriser les emplois à domicile. Grosso modo, on gomme la politique familiale des 5 dernières années, pour faire simple. Oui, c'est grosso modo ça. On vous écoute. Valérie Boyer, on a entendu dire effectivement que François Fillon défendait plus la famille, c'est ce que disent certains, qu'Alain Juppé. Alors peut-être que c'est plutôt à vous d'ailleurs que je devrais poser cette question pour commencer. Pierre-Yves Bournazel, Alain Juppé serait un moins bon défenseur de la famille que François Fillon. C'est ce qu'on entend dans cet entre-deux tours. Non, je ne crois pas. D'abord, je me permets de dire en introduction qu'il y a 2 candidats. Ces 2 candidats sont des hommes respectables et ils s'affrontent pour un second tour de la primaire pour choisir le candidat qui va porter les couleurs de l'alternance en mai prochain. Et dans le respect des personnes, il faut aussi la clarté des projets. Alors sur la question de la famille ou la question des familles, c'est vrai que Alain Juppé n'est pas favorable à la réécriture de la loi mariage pour tous. Pourquoi? Parce que François Hollande, en 2012 et en 2013, sur ce sujet, a divisé la société française. Et ça l'a bloqué. Et le clivage amène le blocage de la société française. Nous pensons qu'il y a des vrais sujets de redressement économique et social à porter dans le pays. Il y a la réforme de l'école, il y a notre sécurité. Eh bien, nous pensons qu'il ne faut pas diviser de nouveau la société française dès 2017. Il vaut mieux rassembler les Français derrière un projet de redressement économique et social. Valérie Boyer, vous pouvez vous parler directement. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Sur la famille, c'est vrai que François Fillon a mis la famille un petit peu au cœur de son projet. Déjà pour sortir des années Hollande où les classes moyennes et les familles ont été matraquées fiscalement. Ça, c'est quelque chose de très important. Il s'est aussi beaucoup intéressé à la question des femmes, puisque c'est le seul candidat à avoir eu des comités, les femmes avec Fillon. C'est le candidat qui a fait réfléchir et qui a eu plein de groupes de femmes dans toute la France qui se sont exprimées sur cette question des femmes, des familles monoparentales, etc. Et qui a écrit un manifeste qui s'appelle Pour la liberté, sur le mariage pour tous. Sur le mariage il veut revoir pour le volet adoption. Pierre-Yves Bournazel dit il y a d'autres priorités que de rediviser ou de refracturer les Français sur cette question, par exemple. Sur le mariage pour tous, bien évidemment, il ne veut pas revenir sur l'union de 2 personnes du même sexe. Sur le volet adoption. On l'a dit. Il faut peut-être préciser pour d'ailleurs. Pour l'adoption, il souhaite que l'adoption puisse continuer, mais pour que les familles, homosexuelles puissent avoir recours à l'adoption, mais l'adoption simple, que l'adoption plénière soit réservée C'est-à-dire aux familles hétérosexuelles. que l'enfant continue à être né d'un père et d'une mère. C'est ça que vous voulez plus, c'est qu'on puisse dire un enfant né d'un père et d'un père ou d'une mère et d'une mère. Exactement. C'est exactement ce qui existe dans la Convention des droits de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant a droit à ses origines. Alors, et ça, Alain Juppé n'est pas d'accord avec ça, alors? J'insiste aussi sur le fait que François Fillon a été très en pointe, très en avant pour la lutte contre la gestation pour autrui. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que François Fillon est attaché aux droits de l'enfant et il souhaite faire en sorte que la France prenne la tête d'un mouvement pour qu'on arrête la
la vente d'enfants et la location du corps des femmes. Il n'y a pas de division d'ailleurs avec Alain Juppé. Il n'y a pas de division, mais il y a quand même une implication, tout à fait. Mais il y a une implication très très forte de François Fillon sur ce sujet et un engagement qui est très ancien. Pour conclure là-dessus, Alain Juppé, il n'est pas pour l'idée que la loi ne puisse dire et uniquement dire, comme le souhaiterait François Fillon, qu'un enfant est né d'un père et d'une mère. Les choses sont claires. Nous défendons la famille, nous défendons les familles et nous sommes en convergence de vues sur les questions de fiscalité. Et Alain Juppé a un projet très concret en la matière et il veut défendre les familles et ne pas les pénaliser. En revanche, je le redis, nous le redisons, la loi telle qu'elle a été votée, mariage pour tous, chacun a pu avoir ses idées, pour et contre, c'est tout à fait respectable, mais on ne va pas revenir au quinquennat de 2017-2022 sur la division de la société française. On l'a connue sous François Hollande, on a d'autres priorités pour le pays. Je crois vraiment qu'il ne faut pas commencer par cliver, parce que si on clive dès le début du quinquennat de 2017, alors on risque de bloquer la société française et on sera impuissant à réformer, à agir vraiment sur les problèmes vraiment très importants des Français. Je suis d'accord sur le principe, bien évidemment, mais c'est relativement simple pour ces questions. Pour François Fillon, il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a des droits de l'enfant. Et sa position est conforme à la Convention des droits de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très important. Mais on va peut-être... Oui, il y a d'autres sujets. Il y a deux visions. Et il y a une vision plus moderne, une vision plus conservatrice, mais c'est tout à fait légitime. Non, mais c'est normal. Non, mais il ne s'agit pas d'être moderne ou conservateur. Je crois que ce sont des mots qui sont un petit peu vides de sens et qui sont un petit peu caricaturaux, Pierre-Yves. Non, ce n'est pas caricature, c'est juste expliquer qu'il y a deux visions différentes, respectables. Tout à fait, mais je pense que le droit de l'enfant, c'est pas quelque chose de conservateur. Ah non, j'ai pas dit droit de l'enfant, j'ai dit de revenir en arrière. Deuxième question, et c'est pas moi qui la pose. J'aurais peut-être même pas pensé la poser, si ce n'est qu'elle a alimenté le débat à coup de bulle papale, j'allais dire. Tout le monde qui se revendique du pape. Que se passe-t-il si vous êtes croyant ? Monsieur oui, alors, cette question m'a un peu surpris. Je l'ai prise quand même comme une question plutôt sur l'islam que évidemment. La question. Voilà, il me semble bien que la question, effectivement. Et parce que vous dites vous-même, après avoir analysé les deux programmes, qu'il se trouve que les vraies différences se jouent sur ces questions de société fondamentales. Oui, alors sur le rapport à l'islam, les mesures techniques en quelque sorte sont quand même assez identiques sur la surveillance des mosquées salafistes, la surveillance et la reconduction aux frontières des imams convaincus de salafisme, la demande de prêche en français, la question de la formation, la question du financement des mosquées, tout ça, globalement, on est quand même assez en phase sur chez les deux candidats. Il y a chez Alain Juppé la proposition, et je pense que M. Bournazal en parlera, de la création d'un code de la laïcité, qui est quelque chose d'assez neuf. Du côté de François Fillon, on est dans un discours qui est assez fort sur la nécessité pour les musulmans de prendre en main leur destin, le destin de l'islam, et si une partie d'entre eux sont en train de s'éloigner, si je puis dire, de la communauté française, de les ramener au sein de la communauté française. Il y a un vrai discours là-dessus chez François Fillon. L'islam est plus cité dans le programme et dans le discours de François Fillon que dans celui d'Alain Juppé ? Non, dans le programme, sincèrement, pas spécialement, si ce n'est sur la question de Daesh. Il a publié un livre sur la question du terrorisme islamiste il y a quelques semaines maintenant. Donc il y a la dimension internationale, si vous voulez. Sincèrement, sur les questions de laïcité et de la place de l'islam en France, donc les questions intérieures, pas spécialement. Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à l'occasion du Burkini, notamment. François Fillon voulait une loi. Alain Juppé disait que ça ne servait à rien sur cette question-là. François Fillon ne voulait pas une loi sur le Burkini, en aucun cas. Mais il a soutenu les maires qui pensaient qu'il pouvait y avoir un trouble à l'ordre public. Ça, c'est la première chose. Non, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, pas François Fillon. Je l'ai vu. Alors, François Fillon était quand même un peu plus allant, j'allais dire, sur la question du Burkini qu'Alain Juppé. Non, je crois qu'il y a une confusion et je l'ai vu sur une autre chaîne de télévision, justement. François Fillon... Mais ça sert à ça, c'est très bien. Voilà. François Fillon a soutenu les maires qui considéraient qu'il y avait un trouble à l'ordre public cet été, c'est tout. Mais je pense que pour François Fillon, le sujet est beaucoup plus vaste. Il était pour des arrêtés, mais pas pour une loi, si je comprends bien. Écoutez, je crois que, en fait, il ne faut pas prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. En revanche... C'était pas un petit bout de la lorgnette, c'était un débat qui a animé quand même... C'est un débat qui a animé l'été, effectivement, et je suis bien placée pour le savoir, puisque c'est parti d'un tweet que j'ai fait sur mon compte Twitter, pour m'insurger sur le fait qu'on séparait les hommes des femmes, et surtout qu'on considérait que les enfants étaient adultes à partir de 10 ans. Mais bon, la parenthèse estivale étant refermée, je crois qu'on est sur une question particulièrement importante aujourd'hui, sur la place des religions. Donc François Fillon ne veut pas de code de la laïcité. Il considère qu'il n'y a pas de problème avec la laïcité, parce qu'il n'y a pas de problème avec les bouddhistes, il n'y a pas de problème avec les juifs, il n'y a pas de problème
problème avec les catholiques, il n'y a pas de problème avec toutes les autres religions. Il rappelle d'ailleurs que les catholiques ont dû se soumettre en 1905. Je crois que les Français ont totalement oublié la violence des débats de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc les catholiques se sont soumis à une loi qui a été extrêmement violente en 1905 et à des débats qui ne l'étaient pas moins, pour faire en sorte que ce soit les lois de la République qui priment. Et il invite les musulmans à arrêter de se laisser gangréner par l'intégrisme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous n'avons de problème qu'avec l'intégrisme musulman. Pierre-Yves Bournazel. D'abord, posons l'idée. La République reconnaît et respecte toutes les religions. Ah ben ça, c'est une évidence. Non, mais je finis. Mais tu as raison, c'est très bien de le rappeler. Il faut rappeler les choses importantes. La République reconnaît et respecte toutes les religions, mais toutes les religions doivent respecter les lois de la République. C'est exact. Et donc, un code de la laïcité est utile. Pourquoi faire un code puisque la loi de 1905 existe? Pour rappeler les valeurs et répondre aux questions qui peuvent se poser concrètement sur le terrain. Alain Juppé a eu un mot sur la laïcité qui a été beaucoup repris par ses adversaires. Il a parlé d'accommodement raisonnable avec la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, justement. C'est pas le cas de François Fillon. Je vais vous dire une chose. C'est pour ça que je m'adresse à Pierre-Yves Bournazel. Dans notre pays, on a le droit de croire ou de ne pas croire. On a le droit d'être agnostique, on a le droit d'être athée, on a le droit d'être catholique, on a le droit d'être musulman, on a le droit d'être juif, et on a le droit de vivre sa foi. En revanche, au-dessus de ses convictions personnelles religieuses bien légitimes, il y a les lois de la République et la communauté nationale. Accommodement raisonnable avec la laïcité, ça voulait dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que nous assumons, par exemple, des repas de substitution dans les cantines de la République française. François Fillon aussi. Je ne sais pas, parce que Nicolas Sarkozy était contre, et maintenant il y a une fusion. Je ne sais pas où on en est dans le projet entre la fusion des deux candidats. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous voulons des choses très concrètes. Nous préférons qu'un enfant aille dans la cantine publique, qu'il ait un repas de substitution, jamais un repas religieux, évidemment. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc l'accommodement s'arrête au repas à la cantine scolaire? Mais non, mais c'est simplement pour vous dire qu'il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Il ne faut pas avoir une vision idéologique, il faut avoir une vision pragmatique. Il y a des principes à défendre, il faut être intransigeant sur les principes, ferme sur les principes, mais il ne faut pas chercher à opposer les citoyens les uns aux autres. Et je finis là-dessus. C'est quoi le patriotisme ? C'est ce que disait Romain Gary, c'est l'amour des siens. On ne trie pas entre les citoyens en fonction des convictions religieuses, en fonction des origines, en fonction des quartiers, en fonction des générations. L'essentiel, c'est de respecter les valeurs de la République et d'avoir l'amour de la France. Voilà ce que dit Alain Juppé. C'est pour ça qu'il veut tendre vers l'identité heureuse. Et l'identité heureuse, c'est ce nouveau patriotisme qu'on appelle de nos voeux. Tout le monde est d'accord avec l'amour, et l'amour des siens en particulier, et l'amour des Français, bien évidemment. Je crois que le patriotisme de François Fillon n'est pas remis en cause, bien sûr. En revanche, aujourd'hui, pour François Fillon, il n'y a pas besoin d'un code de la laïcité. Nous avons des règles. Ce sont ces règles qui existent, qui doivent être respectées. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de difficulté avec les religions en général. Nous n'avons qu'une seule difficulté. C'est avec l'intégrisme islamique. Voilà. Il n'y a pas de difficulté avec les juifs, il n'y a pas de difficulté avec les catholiques, il n'y a pas de difficulté avec les bouddhistes. Chacun respecte les lois de la République et... ce qui est important, c'est d'arriver à lutter contre cette gangrène de l'intégrisme musulman. Et donc, pour François Fillon, il est extrêmement fort. D'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a écrit un livre qui s'appelle « Vaincre le totalitarisme islamique », qui gangrène le monde et qui est comme une sorte de guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui. Et donc, il faut mettre hors d'état de nuire et hors la loi en France tous ces prêcheurs de haine, du wahhabisme, des frères musulmans et du salafisme. Et voilà ce que propose François Fillon. Et pour conclure là-dessus, pour l'équité du temps de parole, pas d'empêcher les gens qui veulent porter un t-shirt, par exemple, avec les JMJ ou ce genre de choses. Il n'en est pas question. Je veux dire, les signes... Donc pas plus qu'un burkini, si je comprends bien. Pas plus qu'un burkini. Excusez-moi, la kippa ou la croix, c'est pas un symbole d'oppression. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. En revanche, c'est vrai que mettre les femmes dans une prison de voile, oui, c'est un symbole d'oppression. Quel voile? Je veux dire, le voile... La burqa, d'accord. Évidemment. Oui, d'accord. On est bien d'accord, mais ça, il y a la loi, notamment, qui a été portée par Jean-François Copé. Et pour conclure sur cette question? Pour conclure sur ce sujet, on est tous d'accord, il faut lutter contre l'intégrisme musulman, mais d'ailleurs, de manière générale, il faut lutter contre toute forme d'intégrisme, quel qu'il soit, parce que la République ne peut pas accepter que certains
quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, mettent au-dessus des lois de la République leurs convictions religieuses. C'est pour ça que c'est pour Et nous, pour c'est ça, pas il faut être nécessaire ferme, de la laïcité. mais il faut être en capacité aussi de rassembler les Français. Troisième question. Oui, ça c'est la moindre des choses quand on est président de la République. Oui, mais on voit tous les jours. Si des vous êtes politiques un qui élève, divisent. allez, on avance s'il vous plaît. Si vous êtes un élève, évidemment, Jean-Thomas Le Sueur, on parle d'éducation. Un élève, on va à l'école avec les deux candidats. Une école qui sera plus autonome pour les deux. D'ailleurs, on vous écoutera, mais les propositions sont assez proches. Sur la réforme des rythmes scolaires, François Fillon est assez clair, lui, il veut revenir dessus. La réforme, voilà. Alain Juppé, lui, laisse la liberté aux collectivités, laisse aux collectivités les soins de choisir. Sur le contenu des enseignements, les deux insistent sur le retour aux fondamentaux, notamment à l'école primaire, le français, etc. François Fillon insiste davantage sur l'apprentissage de l'histoire, le retour de l'histoire et de l'histoire de France. Le récit national, le fameux roman national. Voilà, Non, pas le roman, le récit. Oui. C'est pas la même chose. Donc effectivement sur ce point-là, et ils se rejoignent aussi, c'est un quatrième point, parce que je savais bien qu'on pourrait pas non plus en parler de 50, sur la réforme du bac. Les deux proposent moins de discipline jugée au bac, plus de contrôle continu. Moins de matière, pardon, oui, voilà. Vous vouliez faire cette précision, pas le récit, pas le roman, le récit. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne raconte pas des histoires aux élèves, on leur apprend l'histoire. C'est ça la différence. Par exemple, alors, mais je vais y revenir. Il y a une chose qui est très importante dans le programme de François Fillon, c'est qu'il souhaiterait que les enfants puissent avoir une année de plus en primaire. C'est-à-dire que pour les temps d'apprentissage fondamentaux, que l'école obligatoire commence à partir de 5 ans, ce qui rajouterait une année de plus pour tous les enfants pour apprendre à lire, écrire, compter. C'est la première chose. La deuxième, effectivement, il a insisté sur les fondamentaux, mais je pense que tous les candidats l'ont fait. Et puis surtout, sortir l'éducation nationale des pédagogistes et faire en sorte qu'on ait des programmes avec des objectifs simples, mais qui reviennent sur les fondamentaux. C'est vrai qu'un enfant qui rentre en 6e sans savoir lire et écrire, il a peu de chances de pouvoir poursuivre des études. Mais pour faire ça, vous abrogez toutes les réformes de l'éducation nationale qui ont été faites dans le quinquennat. C'est ça l'idée ? En gros, toutes, j'en sais rien, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que, par exemple, vous avez cité tout à l'heure les rythmes scolaires, c'est une catastrophe pour les collectivités, c'est une catastrophe pour les gamins, et en plus, ça remet en cause presque l'autorité du professeur, la relation du professeur avec l'enfant, ça coûte extrêmement cher, et c'est une pagaille monstre. Les programmes des collèges qui viennent d'être changés, qu'on rechange. Voilà, quelque chose qui reprenne la chronologie, etc. Et François Fillon propose de faire réécrire les programmes d'histoire par des académiciens pour que justement le récit national puisse être appris et qu'on ait un socle commun d'apprentissage. Autre chose. Après, il y a l'apprentissage sur les on en parlera après. Pierre Bournazel. Un petit échange. Équilibre. Voilà. L'école, c'est la mère de toutes les réformes. C'est la vision d'Alain Juppé. D'ailleurs, il a écrit un livre spécifiquement de propositions sur l'école, qui est un livre référence. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on voit bien ces 15 dernières années, on a aggravé la situation dans l'école. L'école n'est plus le lieu de l'ascenseur social, alors que c'était sa vocation, mais plutôt un lieu de reproduction sociale. Il faut réformer déjà dès l'enseignement du premier degré. Évidemment, l'acquisition des fondamentaux, on va être d'accord. Savoir lire, écrire et compter. Aujourd'hui, il faut mettre les moyens sur le premier degré. Et nous voulons déjà revaloriser le métier d'enseignant du premier degré. Ça, c'est très important. C'est-à-dire les payer plus. Oui, parfaitement. C'est la proposition qu'Alain Juppé a faite il y a déjà plusieurs mois. C'est absolument essentiel pour permettre de faire accéder des personnes de qualité et leur donner envie de poursuivre et d'amplifier leurs tâches au service d'une noble cause. Et puis, il y a l'école primaire et puis il y a l'école, ensuite il y a le collège et le lycée. Là, il est très important qu'au collège et au lycée, chacun trouve sa voie. Nous voulons revaloriser les filières de l'apprentissage, nous voulons favoriser les connexions entre le monde de l'entreprise et le système de l'enseignement secondaire pour que chacun puisse trouver sa voie. Nous voulons mettre fin à la sélection par l'échec à l'université, par un nouveau système de sélection d'entrée, parce qu'il n'est pas normal qu'on envoie des enfants donc on réinstaure la sélection à l'université, ou des adolescents, c'est pas un gros mot, Alain Juppé bien sûr, l'assume. Des adolescents dans des voies dans lesquelles ils n'ont rien à faire, dans lesquelles ils vont se perdre et perdre du temps. Il faut plutôt favoriser une orientation précise
de l'adolescent le plus jeune possible. Un mot sur l'apprentissage, justement. Alors, pour ceux qui François quittent Fillon, l'école rapidement. l'apprentissage, c'est très important. Il a fait le constat qu'il y a 2 millions de jeunes qui sortent sans diplôme, sans formation, sans rien, ce qui est quand même une catastrophe aujourd'hui. Et il veut faire en sorte que l'apprentissage puisse être une filière d'excellence, comme ça existe en Allemagne, où la plupart des grands, d'ailleurs, chefs d'entreprise, ou beaucoup de Tout le monde dit ça aujourd'hui. Hein. Oui, mais tout le monde dit ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi, je rappelle que François Fillon... Nous, on ne l'a pas fait, d'ailleurs. François Fillon, oui, mais il y a eu un début. Il a quand même mené la réforme des universités et l'autonomie des universités. Pas pour l'apprentissage. Non, je sais que c'est pas pour... Non, mais restons sur l'apprentissage. Je sais que ce n'est pas ça. C'est un vrai sujet, l'apprentissage. Il a été capable, justement, de faire une grande réforme dans ce domaine. Et pour l'apprentissage, c'est vrai que ça permettrait de revaloriser à la fois cette filière, mais surtout de donner un horizon à tous ces jeunes qui sortent sans aucune formation. Pour lui, c'est essentiel. Et puis la discipline et l'autorité aussi à l'école. Je vais vous citer un exemple. L'uniforme à l'école. L'uniforme à l'école, ça il le fait. S'il est élu, on se retrouve avec l'uniforme à l'école. Écoutez, ça fait des années. C'est pas un gadget, ça. Non, c'est pas un gadget. Je pense que c'est pas un gadget. Je pense que c'est un signal de discipline, de reconnaissance et surtout, comme son nom l'indique, d'uniformité. Et je crois que tous les gamins, ça les met sur un pied d'égalité. Vous savez, il est allé beaucoup dans les écoles Espérance banlieue, par exemple, pour... Il faudra laisser parler Pierre Bournazel, si vous le voulez bien. J'essaie de respecter la contradiction. Simplement, je voudrais dire qu'il y a aussi une réforme que nous voulons mener, c'est l'autonomie des établissements. Mais sur l'uniforme, parce que c'est pas retenu par Alain Juppé, c'est quelque chose qui parle aux gens, ça, l'uniforme. Ça parle, vous imaginez ceux qui nous écoutent. Je pense que la priorité, c'est de permettre à chaque enfant de France de réussir par rapport à ses compétences et ses talents. On a fait des propositions pour l'enseignement du premier degré sur les fondamentaux, la revalorisation de l'apprentissage, notamment dans les filières du secondaire, et faire en sorte d'avoir une meilleure orientation pour nos adolescents vers l'université. Mais il faut aussi donner de l'autonomie à nos établissements. Il faut responsabiliser les chefs d'établissement qui doivent pouvoir choisir une partie des enseignants par rapport au contexte qui est le leur, de quartier, de profil des élèves, afin de favoriser vraiment une cohésion d'équipe pédagogique et d'un projet pédagogique par établissement. Parce que tout ce qui vient de trop d'en haut n'est pas bon et il faut faire confiance et responsabiliser les acteurs de terrain. Localement, vous êtes d'accord avec ça? Décentralisation, décentralisation. Avec éventuellement un risque d'ailleurs de ne plus avoir une école entre guillemets unique, qui est un petit peu c'est l'école pensée par le hussard de la République. Donner la confiance à ceux qui pilotent au quotidien. Et puis surtout, ça permet effectivement l'autonomie des établissements, d'avoir des professeurs qui sont revalorisés. Moi, je voudrais revenir de 2 mots sur l'uniforme. Un mot, s'il vous plaît, parce qu'il y a un peu d'équilibre de temps de parole. On n'a pas nos petits chronos, mais vous êtes largement en avance. Ah d'accord. Donc, mais je voudrais dire que c'est pas un gadget. D'abord, c'est quelque chose qu'on réclame depuis longtemps. Il serait temps qu'on le mette en place. Alors, on est à la fin de cette première partie sur les questions un peu plus de société, j'allais dire, et j'ai mis l'éducation dedans parce que c'est vrai que c'est une vision de la société. L'école, c'est elle, la société de demain. On va parler dans un instant des questions économiques. Un point justement sur ces questions de société, ce qui vous est apparu le plus flagrant, Jean-Thomas Le Sueur, de différence ou pas d'ailleurs sur ces questions de société entre les deux candidats? Il y a évidemment la question de la famille qui est assez centrale et pardon, excusez-moi, j'ai la voix un peu prise, vous l'entendez, et je dirais aussi la question éducative et notamment parce que François Fillon a beaucoup insisté effectivement sur la question de l'histoire de France et ça parle sans doute quand même à une part importante de l'électorat aujourd'hui qui va voter aux primaires. C'est important pour la cohésion nationale. On est d'accord sur ce sujet. Pour la cohésion nationale, oui. Bien sûr, on est d'accord sur ce sujet. Oui, mais il y a eu des propositions concrètes chez Fillon. Il y a des convergences de vues, et heureusement, elles sont nombreuses. Et puis il y a des divergences, et c'est le débat. C'est la même famille politique, Exactement. mais c'est vrai qu'il y a du concret, et il est allé assez loin, François Fillon. On se quitte 3 petites minutes et on se retrouve avec des chiffres et 3 autres questions. Que se passe-t-il si vous êtes fonctionnaire en fonction de l'un ou de l'autre? Si vous êtes salarié du privé, si vous êtes chômeur ou si vous êtes patron? À tout de suite. Deuxième partie de ce grand décryptage, programme contre programme, et on continue vos questions. Que se passe-t-il en fonction de la victoire d'Alain Juppé ou de François Fillon si vous êtes, la question maintenant, si vous êtes fonctionnaire? Jean-Thomas Le Sueur. 2 points principaux. Le premier, le temps de travail des fonctionnaires. François Fillon dit clairement 39 heures par semaine. Alain Juppé, lui, dit négocier, un petit peu comme dans le privé d'ailleurs, négociation entre les partenaires sociaux pour trouver un accord. Voilà. Et puis l'autre grande question, évidemment, c'est le nombre. Voilà, le nombre de fonctionnaires. Combien supprimera-t-on de fonctionnaires sur un quinquennat? Les chiffres sont bien connus maintenant. 500 000, c'est l'objectif de François Fillon. 300 000, c'est l'objectif
objectifs d'Alain Juppé. J'ai envie de vous chipper la question et de me tourner vers... Allez-y, vers Valérie Boyer. On sait bien que des chiffres aussi élevés, on ne le fera pas à coup de rabot comme on l'a fait jusqu'ici, notamment la RGPP, c'est-à-dire en disant... Révision générale des politiques publiques, oui, grosso modo, on essaie de gagner un peu 2012, par-ci par-là. Et où je caricature, mais là où on était 6 dans un bureau, il fallait faire la même chose à 5 ou à 4, ça c'est plus possible. Donc le vrai sujet derrière la question du nombre de fonctionnaires, c'est la réforme de l'État. C'est comment en profondeur on réforme l'État, quand il va faire, qu'est-ce qu'il ne fera plus, quelle mission il transférera aux collectivités, au secteur privé, à l'associatif. C'est ça le sujet, c'est là-dessus qu'on aimerait vous entendre peut-être. Alors, quel est notre objectif à nous ? C'est de diminuer évidemment la dépense publique de fonctionnement de l'État. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas remplacer tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite. 570 000 partiront à la retraite entre 2017 et 2022. Nous proposons entre 250 000 et 300 000. Pourquoi ? Parce que nous avons des priorités. Donc il nous faudra continuer à recruter, notamment des policiers, des gendarmes, des militaires et des magistrats pour assurer notre politique de sécurité publique et renforcer notre chaîne pénale. Des professeurs éventuellement, on parlait d'éducation tout à l'heure. Des professeurs pour l'école publique, mais aussi des infirmières. Vous les recrutez partout. Mais non, je vous explique, c'est simple. Il y a 570 000 fonctionnaires, je suis clair, qui partent à la retraite. Nous ne voulons pas remplacer entre 250 000 et 300 000. Ça veut dire qu'on allège le poids de la dépense publique, mais on recrute aussi. On recrute sur nos priorités, notamment sur la sécurité, je viens d'en parler, et par exemple aussi des infirmières ou des aides-soignantes dont on a besoin pour notre politique de santé publique. Chacun le constate quand il a affaire. Alors le bilan en suppression de public. postes en solde, ça donne quoi ? Eh bien, 250 000 à 300 000 en moins sur le quinquennat, 5 ans. Ça, c'est réaliste. D'accord, donc et vous c'est restez sérieux. sur 300 000 suppressions de postes. Ça, c'est important. Ouais. Et c'est vraiment essentiel. Moi, j'ai une question à poser sur le temps de travail des fonctionnaires. De passer de 35 heures à 39 heures. Sur le nombre d'abord, sur le nombre et puis on fera le temps de travail après. Sur le nombre. La question à poser, j'ajoute une question, c'est un débat. Bien sûr. Est-ce que ce sera payé 35 heures ou 39 heures ? Alors ça s'appelle la négociation, mais je vais répondre à ta question. Non, mais c'est la réalité. Je vous aurais posé la question s'il ne l'avait pas fait. Non, mais je vais y répondre précisément, mais je commence par le nombre. Okay. François Fillon dit 500 000, Alain Juppé redit ce soir, ça ne se fera pas, c'est n'importe quoi. Écoutez, moi je pense qu'il y a une caractéristique de François Fillon, c'est que c'est un réformateur. Et les autres pays y sont arrivés, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Nous, on a recruté 1 million de fonctionnaires depuis qu'Alain Juppé était aux affaires. Enfin, depuis le départ d'Alain Juppé, ça fait 1 million de fonctionnaires. Aujourd'hui, on a 5,5 millions de fonctionnaires. En 2000, il y en avait 4 millions. Donc, François Fillon propose de réduire le nombre de fonctionnaires de 8% en 5 ans, ça fait 1,6% de fonctionnaires par an. Pour vous, c'est tout à fait gérable. C'est pas, je vais terminer. C'est pas un objectif inatteignable. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, on emprunte, c'est-à-dire que la dette augmente pour qu'on paye le salaire des fonctionnaires. Et je ne pense pas que le pays soit sous-administré. Il n'était pas sous-administré quand on était à 4 millions de fonctionnaires. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que c'est très important qu'on arrive à donner, et je rajoute qu'il y a 1,2 million de fonctionnaires qui quitteront la fonction publique dans les 5 ans qui viennent, parce qu'ils la quittent, d'agents publics et de fonctionnaires, qui la quitteront naturellement parce qu'ils partent à la retraite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner une perspective aux personnes qui sont dans la fonction publique, qui n'ont pas de perspective salariale, qui en ont extrêmement peu. Donc il faut quand même faire en sorte qu'elles puissent, il faut dégager des marges. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxièmement, il faut aussi améliorer leurs conditions de travail. Un mot pour répondre quand même à votre question, Pierre-Yves Bonazel. Oui. Il vous a posé une question. C'est vrai que 39 heures payées 35 ? Non, c'est pas 39 heures payées... 39 heures payées 35 non, 39 heures, oui, c'est un peu ça. En fait, non. Travailler plus sans gagner plus. Regardez ce qui se passe, par exemple, François Fillon prend souvent cet exemple, dans l'entreprise Smart, où ils ont accepté d'avoir une négociation salariale. Je pense que les fonctionnaires sont prêts à le faire. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui travaillent déjà plus. C'est-à-dire que des fonctionnaires ne travailleraient pas la même durée et ils ne seraient pas payés de la même façon ? Non, mais je pense que ça s'appelle des négociations administration par administration, branche par branche. Ça existe aussi. Je voudrais insister sur le fait aussi que François Fillon... Il y aura de la négociation sociale. Bien sûr qu'il y a de la négociation sociale, heureusement. Moi, je vais vous citer un exemple. Je vais vous citer un exemple à l'hôpital qui arrive avec l'autonomie des hôpitaux. Votre temps de parole s'allonge encore un peu plus. L'Institut Gustave Roussy, on va être très concret. L'Institut Gustave
Gustave Roussy. Moi, je voudrais un truc concret. Quand il y a une certaine autonomie dans les établissements de santé, eh bien, on arrive à avoir des primes, on arrive à négocier un certain nombre de choses, on arrive à améliorer les conditions de travail. Et par exemple, pour une infirmière qui commence à 1 600 € par mois, mais ça peut être entre 1 000 et 2 000 € de primes par an. Donc, ces choses-là, ça existe et ça peut se faire. Prenez votre place, Pierre-Yves Bourbonnazel. Je ne veux pas l'interrompre, je respecte le point de vue de Valérie. Simplement, il faut être réaliste dans la réforme. 500 000, c'est très difficile. D'ailleurs, dans le quinquennat de 2017... Juppé, votre champion, dit c'est impossible, carrément. De 2007, attendez, de 2007 à 2012, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, François Fillon Premier ministre, la révision générale des politiques publiques a conduit à ne pas remplacer 150 000 fonctionnaires sur le quinquennat. Donc on voit que l'effort qui aurait à faire jusqu'à 500 000 serait un effort déjà très difficile à atteindre. Mais surtout, il nous pénaliserait, notamment sur notre politique de sécurité. Nous voulons recruter des policiers supplémentaires, nous aussi. des gendarmes supplémentaires. Mais comment fait-on pour recruter des fonctionnaires supplémentaires quand 570 000 partent à la retraite et qu'on n'en remplace pas 500 000 ? C'est compliqué. Et j'ai une autre question à poser. Dans le projet de François Fillon... Pour conclure sur cette question des fonctionnaires, parce qu'on en a d'autres derrière. La clarté du débat. Dans le projet de François Fillon, il y a une proposition de création de 16 000 places de prison supplémentaires. C'est important. Nous proposons 10 000, vous 16 000. Mais il faudra recruter des agents dans l'administration pénitentiaire. Combien et quel est le coût ? Je ne sais pas quel est le ratio d'agents par place. Ça va faire plusieurs milliers de fonctionnaires supplémentaires. Vous allez me reprocher de ne pas avoir posé les autres questions après. Donc ça serait peut-être bien qu'on conclue là-dessus. Valérie Boyer, vous répondez. Est-ce que c'est prévu dans le programme de financement ? C'est prévu dans le programme de financement de François Fillon parce que ce n'est pas parce qu'il y a des fonctionnaires qui partent à la retraite qui ne vont pas être remplacés. Ce n'est pas parce qu'il faut faire ces économies, Pierre-Yves. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça, avoir cette dette qui augmente, qui nous empêche d'être souverains. Et je précise que vous rétablissez le jour de carence, un jour de carence en cas de congé maladie pour les fonctionnaires, ce que ne propose pas Alain Juppé. Non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, je voudrais revenir sur le sujet majeur. Comment fait-on ? Il nous reste 7 minutes pour répondre à 3 questions. Comment fait-on pour réduire la fonction publique de 500 000 personnes ? On pourra recruter personne alors qu'on promet de construire des places de prison. Allez, tout le monde n'est pas fonctionnaire dans nos téléspectateurs. Si vous êtes justement salarié du privé, Jean-Thomas Le Sueur. Moi, je vais vraiment faire très court, là, pour le coup. 2 mesures principales. L'âge de départ légal à la retraite est repoussé chez les 2 candidats à 65 ans. Ça, c'est clair et net. Convergence. Et sur la fin des 35 heures, chez François Fillon, c'est assez net aussi. On retourne aux 39. Chez Alain Juppé, on met fin à la durée légale des 35 heures et on laisse place à la négociation. Voilà. Alors ça intéresse beaucoup de monde. C'est-à-dire que je repose la question que vous aviez posée, mais pour les salariés du privé, est-ce que dans l'idée de François Fillon, on va travailler plus sans l'idée d'heures supplémentaires ? C'est ça que ça veut dire ? Non, il peut toujours y avoir des heures supplémentaires, bien sûr, mais l'objectif... À partir de quelle heure ? À partir de combien d'heures ? Parce que lui, s'il supprime la durée légale, il va jusqu'à 48 heures, d'après ce que j'ai compris. Non. Alors ça aussi, c'est 48 heures. 48 heures, c'est la norme européenne. Donc à ce moment-là, tout le monde va jusqu'à 48 heures. S'il supprime la norme française, on passe à la norme européenne. François Fillon souhaiterait... Aujourd'hui, il y a une injustice. Il ne va pas y avoir les 39 heures dans le privé et les 35 heures dans le public. Donc il faut déjà qu'il y ait une harmonisation. C'est la raison pour laquelle il faut aussi augmenter la durée du temps de travail dans la fonction publique pour que ce soit la norme et que le privé ne soit pas pénalisé. Il y a la convergence de ce côté-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour François Fillon, la règle, c'est la négociation. La règle, c'est l'adaptation et c'est une certaine forme de liberté. Donc ça, c'est très très important. Son objectif majeur et sa mesure sociale la plus importante, c'est de faire en sorte qu'on arrive aujourd'hui au plein emploi. Voilà, c'est la bataille de l'emploi. C'est la bataille de l'emploi. Pierre-Yves Bourbonnazel. Nous faisons confiance à l'entreprise. Donc sur le terrain, déconcentrons les responsabilités. Là aussi, selon le mode de production, les besoins de l'entreprise, petite, moyenne, grande, là on peut regarder le temps de travail. Je dis simplement que tout à l'heure, il a été dit éventuellement les 39 heures pour la fonction publique. Si les 39 heures sont payées 39 heures, c'est 11% de plus de dépenses de l'État, des collectivités pour... Et on est loin de l'objectif de 100 milliards de réduction des dépenses. Donc moi, je voudrais comprendre concrètement comment on finance. Parce qu'on ne peut pas être le plus radical sur la diminution des dépenses publiques de fonctionnement et annoncer à plusieurs reprises des augmentations de dépenses. Donc je voudrais savoir vraiment où est le curseur, parce que là, je ne suis pas bien. Et moi, je veux qu'on ait un projet cohérent, qui soit sérieux, qui soit financé. Ça, c'est la marque de l'homme d'État Alain Juppé. Il dit la vérité de ce qu'il fera concrètement. Et donc ça, c'est un gage de responsabilité pour appliquer réellement les projets qui sont aujourd'hui proposés et soumis aux Français. Autre question.
Jean-Thomas Le Sueur, que se passe-t-il si vous êtes chômeur ? Eh bien, dans les deux cas, il y a un durcissement des conditions d'attribution des allocations chômage. L'idée, c'est d'essayer de fluidifier et de redynamiser le marché de l'emploi. On sait qu'en France, on est dans un marché sécurisant pour ceux qui sont dedans, mais extrêmement fixe et extrêmement peu mobile. L'idée chez les deux candidats, c'est de le fluidifier pour que, eh bien, si vous voulez, il y ait plus de turnover, qu'il y ait plus d'insiders sur le marché. Donc l'idée, c'est de demander aux chômeurs d'être plus actifs dans leur recherche et éventuellement la sanction se viendra plus vite, notamment en termes de baisse des allocations. Un mot sur l'état d'esprit de vos candidats respectifs sur cette question-là. Il faut évidemment inciter à reprendre le chemin de l'emploi. Et pour ça, il faut d'abord des mesures qui relancent la compétitivité de notre pays et de nos entreprises. Pour ça, il faut une baisse des charges sur les entreprises. Il faut zéro charge sur le SMIC. Et il faut un électrochoc pour les entreprises qui retrouveront de la compétitivité. À partir du moment où on va retrouver de la compétitivité, qu'on aura une nouvelle politique de formation professionnelle, d'apprentissage, et qu'on va retrouver, comme les autres pays ont su le faire, les réformes nécessaires, eh bien on va retrouver de l'oxygène et on va aller vers le plein emploi, c'est-à-dire 5-6%. Et là, ça nous permettra de jouer sur la dégressivité des allocations chômage à ce moment-là et être opérationnel dès 2018 sur ce sujet. Vous n'êtes pas très opposé sur ces questions. Oui, sauf que pour François Fillon, il n'y a pas d'effet de seuil avec le SMIC, justement, pour ne pas enfermer avec les réductions de charges. Lui, il veut 40 milliards de réductions sociales et fiscales pour la compétitivité des entreprises. Ça, c'est sur les entreprises. Et 10 milliards sur les salaires, mais sans effet de seuil, pour justement que les gens ne soient pas enfermés dans les bas salaires, que ça puisse permettre de fluidifier l'emploi. D'ailleurs, sur la TVA, puisqu'on important. est sur ces questions de redistribution, j'allais dire, de charges pour les entreprises, ceux qui nous regardent se demandent peut-être l'impôt sur le revenu, par exemple. Là, on quitte la question du chômage, mais sur l'impôt sur le revenu, c'est pas une priorité, semble-t-il, pour François Fillon de baisser l'impôt sur le revenu. François Fillon, c'est ce qu'il a dit, c'est pas la priorité. Effectivement, pour l'instant, pour François Fillon, la priorité, c'est de pouvoir faire baisser le chômage, de pouvoir faire en sorte que les 6 millions de chômeurs aujourd'hui puissent avoir un horizon. Et c'est la raison pour laquelle il met le paquet sur la baisse des charges sur les entreprises et la baisse des charges sur le salaire, ce qui aura quand même un effet important sur le revenu des ménages, bien sûr. Oui, mais sur plus le revenu, l'augmentation du quotient familial, plus l'universalité des allocations il faut aller vers familiales. plus de compétitivité, faire confiance à l'entreprise, ça c'est important. Mais vous avez la main un peu lourde sur la TVA, avec l'augmentation, ça va quand même peser sur 16 milliards d'euros. Et là, ça va quand même affaiblir la consommation. Sur la TVA, un mot. Il y a un point de différence entre tous les deux. Voilà. Il y en a un qui veut l'augmenter à 21, l'autre 22. C'est la TVA. Vous ne vouliez pas parler de la politique étrangère parce qu'il nous reste 3 minutes, c'est maintenant ou jamais. Que se passe-t-il si vous êtes... Regardez, c'est un clin d'œil, ça va vous faire sourire. Que se passe-t-il si vous êtes Poutine ? Allez, répondez-nous. Alors, il faut quand même lever Il faut faire des efforts d'imagination quand même. Il faut lever une ambiguïté sur ce thème-là. François Fillon parle effectivement de la Russie dans le dossier syrien. C'est-à-dire qu'il dit on ne réglera pas le dossier syrien sans remettre dans la boucle et notamment sans intégrer dans une grande coalition la Russie et l'Iran. Dans son programme, il y a eu quelques mots ici ou là, effectivement, dans les interviews assez favorables. Dans son programme, il n'y a pas grand-chose d'autre sur la Russie, si vous voulez. C'est de dire, une des clés de la résolution du problème État islamique et Syrie, c'est de faire revenir Poutine, ou la Russie d'ailleurs, c'est pas Poutine lui-même, dans le dossier syrien. Et pas jusqu'à Bachar el-Assad, c'est ce que vous dites du côté d'Alain Juppé. Alain Juppé a une vision gaulliste de l'indépendance de la France dans une Europe forte, qui veut dire qu'on discute avec tout le monde, mais on n'est ni aligné sur Poutine, ni sur M. Trump. Fillon, il est aligné sur personne. Non, mais attendez. Une minute chacun, allez-y. Nous disons qu'il faut éradiquer l'État islamique. C'est une priorité absolue. Pour ça, il faut une coalition large, mais il ne faut pas favoriser en la matière M. Bachar el-Assad, qui est un criminel de guerre, qui a du sang sur les mains. Et donc, il faut faire attention à ce que la France ait une voix équilibrée et qu'elle ait sa propre ligne politique sur le plan international et dans la conduite des affaires du monde. Et ça, c'est la vision d'Alain Juppé. Je voudrais qu'on arrête la caricature et la calomnie de François Fillon sur ces sujets-là, parce qu'il a eu un courage exceptionnel. Je ne parlais pas de François Fillon, je ne sais pas il a eu quand même beaucoup de courage. D'abord, c'est le seul qui s'est rendu sur place à la rencontre des chrétiens d'Orient. C'est le seul qui a pris position pour
pour eux. D'autres l'ont fait, Nathalie Kosciusko-Morizet par exemple. C'est le seul qui a organisé quand même sous son égide une grande réunion justement pour qu'on prenne à bras le corps le problème de ce génocide qui est en train de se passer aujourd'hui. Et pour François Fillon, eh bien, il met derrière des paroles des actes et il souhaite absolument qu'il y ait des mesures concrètes pour qu'on arrive à éradiquer l'État islamique. Et pour ça, il faut trouver une coalition internationale. Cette coalition internationale, elle passe par eux. En 1945, on est bien allé chercher Staline pour lutter contre Hitler. Et bien aujourd'hui, on a cette solution aussi. Il faut le faire. On vous a entendu tous les deux. La question des chrétiens d'Orient est une question partagée et la défense des chrétiens d'Orient est aussi un sujet d'occupation d'Alain Juppé. Il ne faut pas donner le sentiment que les chrétiens d'Orient appartiennent à qui que ce soit. Non, les chrétiens d'Orient n'appartiennent à personne, mais il y a un engagement réel. On vous a entendu et on vous en remercie. Où en est l'opinion publique à ce stade? Au moment où on se parle, notre partenaire sondeur vient nous rejoindre avec un résultat exclusif. Restez, ça va vous intéresser. C'est pour ça que c'est François Cros. Bonsoir François Cros, directeur d'études politiques à l'IFOP, notre partenaire donc pour les soirées électorales. Sondage exclusif ce soir pour iTélé et Paris Match. Il porte évidemment sur le second tour. La première question, il y aura autant de monde qui va se déplacer au second tour, 4,2 millions au premier? Bah oui, disons qu'au regard du rapport de force du premier tour, la seule chance pour Alain Juppé de renverser la table ce dimanche, c'est d'élargir au maximum le noyau électoral, notamment auprès des sympathisants centristes ou socialistes qui seraient effrayés par le programme économique de François Fillon ou ses positions sur les questions de société. Et ils sont prêts à venir en masse selon votre étude? Non, ces électorats périphériques restent encore marginaux. Ils pèsent 10% pour les sympathisants de gauche, 9% pour les sympathisants centristes, donc à peu près la même chose qu'au premier tour. Et sur les sympathisants Front National? Environ 15%. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui est très proche de ce qu'on a observé ce dimanche. Le résultat qui intéresse nos deux invités ce soir, nos trois aussi j'imagine, mais pour des raisons différentes, c'est les intentions de vote du second tour telles que vous nous les produisez ce soir. On regarde les résultats, 65% pour François Fillon, 35% pour Alain Juppé. Alors, inutile de dire qu'en montrant ces chiffres, j'entends déjà derrière leurs écrans tous les gens dans leur salon qui nous regardent et qui nous disent « Mais comment osent-ils encore produire des sondages avec les erreurs qu'ils ont commises ?» Celui-ci a-t-il un taux de fiabilité intéressant? Votre Alors réponse. il faut savoir qu'en général les instituts se trompent beaucoup moins entre les deux tours qu'avant le premier tour parce qu'on a le scrutin de référence qui est très proche dans la tête des gens. Les gens nous mentent moins s'ils assument plus leur vote. Et là en tout cas ce que confirment les résultats de cette enquête, c'est surtout que François Fillon confirme la dynamique du premier tour. Il avait 16 points d'écart face à Juppé au premier tour, là il en aurait près du double. Les reports de Nicolas Sarkozy, vous les avez testés aussi, ça donne quoi? C'est massif, on a à peu près, vous savez que Nicolas Sarkozy a appelé à voter François Fillon et vous avez près des 3/4 des électeurs sarkozystes qui suivent cette consigne de vote. Il y en a quand même 20% qui votent Alain Juppé. Et plus largement, la force de Fillon, c'est que lui, il plaît à l'électorat des Républicains, le noyau dur qui va décider ce dimanche, il plaît aux personnes âgées, aux travailleurs indépendants, aux chefs d'entreprise, alors qu'Alain Juppé est incontestablement le candidat de la gauche, le candidat des centristes, le candidat des fonctionnaires ou des chômeurs. Il ne plaît pas seulement aux Républicains, c'est ce que vous avez constaté dans cette étude ce soir aussi. Sur les reports des électeurs qui se disent proches du Front National, on va ressortir peut-être les planches, 84% disent vouloir aller vers François Fillon, 16% pour Alain Juppé. Oui, on a à peu près ce ratio. Inversement, ils sont 80% de gauche chez les sympathisants de gauche, donc il y a un équilibre. En gros, donc, le match se joue vraiment chez les sympathisants LR, et chez les sympathisants LR, François Fillon l'emporte avec 75%. Un mot de commentaire chacun sur ce sondage? D'abord, je ferai un premier commentaire pour dire que on accepte que les électeurs du Front National viennent voter sans aucun problème, ça gêne personne, mais alors quand il s'agit d'électeurs centristes ou de centre-gauche, là, il y en a qui crient. Donc je voudrais quand même qu'on puisse dire que chaque Français qui désire l'alternance dans ce pays, d'où qu'il vienne, est libre d'aller voter à cette primaire pour choisir un projet de société et l'avenir de son pays. Ensuite, j'ajoute une chose, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un sondage qui dise qui est le mieux placé pour battre Marine Le Pen, accéder au second tour et battre Marine Le Pen au second tour, parce que ça doit intéresser les Français. Oui. Et moi, je pense qu'Alain Juppé est le mieux placé pour rassembler au premier tour, puis battre Marine Le Pen au second tour et faire en sorte de réussir l'alternance et assurer la victoire de la droite et du centre. Valérie Boyer, d'un mot. Je ne crois pas du tout. D'abord, je me réjouis que la dynamique de François Fillon continue. Je pense que François Fillon est... L'accusation d'Alain Juppé, il est soutenu par, par des anciens du Front National ou par des actuels du Front National. Alain Juppé fait un appel du pied aux électeurs de gauche. Écoutez, non, aux électeurs de l'alternance. Non, mais nous aussi, on fait un appel du pied aux électeurs de l'alternance. De toute façon, c'est une primaire ouverte. Donc, tout le monde vote par définition. Et nul n'est propriétaire de ses votes. Donc, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'on dégage une large majorité. Et moi, je suis convaincue qu'il y a une bien mauvaise nouvelle dimanche soir pour le Front National. C'est la large victoire de François Fillon qui est capable de rassembler
toute sa famille politique. D'ailleurs, j'espère qu'il le prouvera dimanche en confirmant ses résultats. Merci Valérie Boyer. Je vois que vous signez demain dans le Figaro une tribune qui s'appelle Ensemble, élevons le débat. C'est ce qu'on a fait ce soir, j'espère. Eh bien, je vous remercie. Dans le respect des positions des uns et des autres. Bah, oui. Voilà, pour éclairer nos citoyens façon, qui se déplaceront dimanche, nous serons rassemblés. Dimanche prochain. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce débat, à tous les quatre. Merci. À tout de suite à suivre le journal avec Soisy qu'on s'y retrouve.